Bonjour à tous. Je voudrais vraiment remercier chaleureusement les interventions précédentes, aussi d'hier matin, de ce matin. Je me sens toute petite parce que j'atterris sur la planète Neurosphinx avec ce projet de thèse, qui est un état des lieux en France de la transition enfant-adulte dans l'extrophie physicale, avec le soutien justement du centre de référence Marvu à Robert Debré et sous la direction de Dr Peslan. Alors, pour la plupart d'entre vous, tout le monde sait ce que c'est la transition. On n'est pas en train de parler de transition transidentité, transition de genre. On parle de transition du côté pédiatrique au côté adulte. Exactement, la définition, normalement, parle d'un mouvement intentionnel des adolescents et jeunes adultes d'un système de soins centré sur l'enfant à celui centré sur l'adulte. Ça n'implique pas nécessairement un transfert dans un service pour adultes, mais dans le sujet qui m'intéresse, à savoir l'extrophie, c'est ce qui est recommandé. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir assurer la continuité des soins de ces patients à un moment charnière qui est le transfert en fait côté adulte, en respectant les étapes de développement de chaque patient, pas seulement en fonction de son âge donc, et en essayant de maximiser le potentiel de chacun d'eux. C'est un vrai défi, comme ça a été dit plusieurs fois, d'avoir un accès à une expertise côté adulte, en fait, dans notre cas et dans beaucoup de pathologies rares. Et c'est particulièrement vrai dans les malformations et les pathologies d'ordre chirurgical qui sont pris en charge dans l'enfance et qui doivent ensuite assurer un suivi côté adulte. J'aimerais insister sur quelques notions importantes qui sont des clés de voûte d'une réussite de transition. Le premier, c'est la question de l'autonomie ou l'autodétermination, à savoir arriver à faire ses propres choix en conscience, devenir soi, s'approprier sa maladie et mieux vivre avec elle. À l'adolescence, ça implique forcément de l'ambivalence et des changements et un droit au changement. En fait, on a le droit de changer de préférence, on a le droit de changer de décision. Et c'est vraiment ce travail d'accompagnement qui doit être fait. Et un gros mot, un grand mot qui est celui de la confiance en soi, mais aussi en l'autre soignant et en particulier en ce nouvel autre qui est le soignant côté adulte qu'on ne connaît pas, qui a des fonctionnements très différents du côté pédiatrique. Et c'est là que tout l'enjeu de la transition est. Et ça implique du coup une collaboration étroite, non seulement entre les patients et les soignants, mais aussi entre le côté pédiatrique et adulte. Et c'est là que le défi est. Alors, une dernière chose, une bouteille jetée à la mer qui peut vraiment servir à tout le monde, aussi bien soignant que patient. Comme je disais, il y a deux clés de voûte à la réussite d'une transition. La première, c'est la collaboration entre les équipes et avec le patient. On parle de partenariat de soins. Et la deuxième, c'est cette notion de sentiment d'efficacité en santé ou confiance en santé. Il y a une très bonne étude qui parle de ça et je vous recommande vivement ce site internet healthconfidence.org qui explique cette notion et qui se résume en deux questions clés à poser ou à se poser. Dans quelle mesure êtes-vous convaincu que vous pouvez gérer la plupart de vos problèmes de santé et sa corollaire? Dans quelle mesure les informations que vos médecins ou soignants vous ont données sur vos problèmes de santé ou vos préoccupations sont-elles compréhensibles et utiles? Donc il y a vraiment cette notion de confiance de pouvoir gérer, donc autogestion, et cette notion d'information aussi, que le patient soit détenteur de l'information dont il a besoin pour prendre soin de lui. Il y a de nombreuses recommandations en transition puisque c'est une question qui est traitée dans la littérature depuis les années 90 et plusieurs choses maintenant avec des études prospectives, etc., ont fait leurs preuves. Alors, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur de diapositive. Et les éléments principaux sont rappelés ici, à savoir, c'est mieux d'avoir un programme de transition, l'importance d'une coordination, et même, je dirais, c'est indispensable pour une bonne transition, avec un partage de dossiers entre les différents intervenants, de commencer tôt, dès le collège, les premières étapes et la préparation à la transition et au transfert, avec des temps seuls pour passer progressivement d'un colloque à 3 à un colloque à 2,
où le patient est en face à face avec le soignant. Ça implique, et c'est indispensable, c'est la première clé de voûte, la présence d'une équipe adulte, et idéalement vue avant le transfert, et idéalement envers un chirurgien, un médecin référent, pour justement gagner cette confiance et assurer une bonne continuité des soins. Tout cela dépend forcément de la situation de chaque jeune, que ce soit son état de santé ou aussi son environnement. S'il est en train de changer d'études, de profession, de devenir indépendant, c'est peut-être pas le temps de tout faire d'un coup. Donc il y a vraiment aussi cette adaptation aux besoins de chacun. Avec, comme je l'expliquais dans la diapositive précédente, la philosophie d'empowerment, de vraiment promouvoir le sentiment d'efficacité en santé. Alors, je ne reviendrai pas beaucoup dessus, ça a déjà été rappelé hier matin, mais c'était pour rappeler le chemin parcouru ces 20 dernières années dans la transition et les maladies rares, avec peut-être une mention particulière depuis que Neurosoinx est devenu pilote du groupe interfilière transition. Il y a aussi énormément de matériel générique qui est disponible par tout ce travail de groupe interfilière. On va y revenir un peu plus tard. Actuellement, pendant le 3e plan national maladies rares, il y a 4 axes principaux. Et on va s'intéresser en particulier sur le premier, la question de l'amélioration de la prise en charge qui parle de parcours de soins. Et on est en plein dedans dans la transition. Alors pour ma thèse, le sujet de cette étude vise à faire un état des lieux en France des pratiques de transition dans l'extrophie. Alors pourquoi l'extrophie? Parce que c'est une pathologie rare parmi les rares. Par exemple, il y a plus de littérature sur la spina bifida, il y a la littérature générale sur l'urologie congénitale, mais peu de littérature sur l'extrophie vésicale à proprement parler. L'autre défi, c'est que ce n'est pas une maladie rare à proprement parler, mais plutôt un handicap lié à une malformation, des limitations de participation qui entraînent un handicap et une limitation de participation dans la société. Et la dernière chose peut-être par rapport à l'extrophie, c'est que ce n'est pas visible. On ne se trimballe pas en fauteuil roulant. Voilà, les patients habillés, debout, sont comme tout le monde. Et pourtant, il y a beaucoup d'enjeux et des risques même vitaux les concernant s'il y a une rupture de soins au moment de l'adolescence et du passage vers la vie adulte. Un objectif secondaire ambitieux serait de faire une cohorte nationale, justement, en répertoriant à partir des différents centres hospitaliers toutes leurs banques propres à chaque centre hospitalier, parce qu'on a tout à fait conscience de l'importance d'assurer un suivi longitudinal aussi pour une meilleure prise en charge au long terme et évaluer les pratiques et savoir quelle prise en charge est la meilleure véritablement au long cours. Pour cela, 3 questionnaires vont être mis en ligne. Ils ne sont pas encore finis, ils ne sont pas encore en ligne, mais ils vont bientôt venir en miroir pour interroger un petit peu les pratiques, la satisfaction vis-à-vis de ce qui est déjà mis en place, de ce qui a été mis en place par le passé, que ce soit auprès des soignants et des patients, et donc à l'attention aussi bien des chirurgiens pédiatriques, des urologues adultes, que des patients majeurs, qu'ils aient fait une transition ou non, qu'ils soient transférés ou non déjà en service adulte. Et on voit que, à part une mission, la thèse va pouvoir répondre à 5 des 6 missions du centre de référence Marbu. Alors, je fais un peu d'état des lieux actuellement en urologie congénitale pour comprendre un peu les enjeux de cette étude. Il y a de la littérature scientifique sur la question de la transition en urologie congénitale depuis 2011, avec une seule étude en France que j'ai trouvée sur PubMed ou mConsult qui parle spécifiquement de la transition. En ce qui concerne les recommandations, on a vu qu'il n'y a pas encore de PNDS en France pour plusieurs Marbu. Il y a un PNDS en cours. Mais donc, il n'y a pas de protocole standardisé ni à l'échelle internationale ni à l'échelle française, parce qu'on est dans des faibles cohortes, parce qu'on n'a pas de suivi suffisamment long à partir de procédures chirurgicales standardisées, ce qui rend vraiment l'évaluation long terme très complexe. Et je voudrais insister sur
sur cette notion de transition, en fait, on s'intéresse peut-être pas que à l'adolescence et à la vie de jeune adulte avec la diapositive suivante, où on est passé en fait d'une conception de transition urology ou adolescent urology à lifelong congenital urology, parce qu'on peut voir que à tous les âges, en fait, il y a de l'autonomie à acquérir, à tous les âges, il y a des transitions à faire, à tous les âges, et particulièrement à l'adolescence et à la vie de jeune adulte. Et ça concerne tous les aspects de la personne, que ce soit sa santé, avec tout ce qui est la néphroprotection et la prise en charge de la vessie, de la continence, les défis concernant la sexualité, la fertilité, mais après aussi tout ce qui va concerner l'intégration dans la vie éducative et professionnelle, voilà, la réalité affective, émotionnelle, sociale, tout est impliqué dans ces pathologies. Alors, pour continuer l'état des lieux, j'ai donc dit qu'il n'y avait pas encore de PNDS, mais par contre, dans la spina bifida, il y a un PNDS sur la prise en charge urologique de l'adulte, qui ont certaines techniques en commun, bien que les enjeux soient vraiment différents entre une vessie neurologique et une malformation des voies urinaires, mais ce n'est pas le sujet du jour, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. On a déjà parlé des RCP Marvu mensuels qui ont lieu et qui sont tracés les dates sont tracées dans la filière Neurosphinx sur le site. Et puis, concernant la transition à proprement parler, beaucoup de documents génériques sont accessibles et disponibles et très bien faits sur le site Neurosphinx et aussi sur le site Transition Maladies Rares. Et j'aimerais revenir en particulier sur un travail remarquable fait avec le groupe de travail ETP lors de la période de transition, qui s'est vraiment intéressé à cette dynamique justement d'empowerment et qui peut servir de support à toutes les équipes d'ETP ou toutes les équipes soignantes pour essayer d'acquérir cette philosophie d'empowerment avec les 5 dimensions qui sont à traiter pendant la période de transition, à savoir poursuivre son suivi en monde adulte, s'occuper de soi, prendre soin de soi, gérer soi-même les contraintes de la vie quotidienne, avoir confiance en soi, être soi et faire des choix. Vraiment, je souligne ce travail collaboratif qui a regroupé patients, associations de patients et différentes filières. Merci beaucoup à chacun pour ce travail. Concernant l'accès à l'information, qui est vraiment importante pour pouvoir gérer son suivi, il n'y a pas encore de centre de compétences labellisé côté adulte sur la carte Neurosphinx, mais par contre, il y a un annuaire avec des services qui présentent des spécialisations en urologie congénitale et entre autres avec les mentions pour l'extrophie. Avec un grand encouragement, encore une fois, à ceux qui pratiquent une expertise dans ces domaines-là et qui ne sont pas encore répertoriés, à se faire connaître auprès de la filière pour une meilleure information des patients et de leurs proches. Il n'y a par contre pas d'annuaire pluriprofessionnel accessible pour tout ce qui est voilà, la périnéologie par des kinés ou des ostéos, les psychologues qui seraient formés dans les problématiques propres au Marvu. Et ça, c'est vraiment encore un défi à relever. Et on va essayer de pouvoir aussi pister dans les questionnaires les spécialistes qui existeraient sur le terrain. Dans ce qui est de l'information patient toujours, plusieurs documents sont à disposition et j'aimerais en souligner 3 en particulier. La première, c'est le colloque transition, qui est un colloque générique sur la transition, qui est très bien fait et qui est accessible sur le site Neurosphinx dans l'onglet décryptage, que je vous recommande vivement pour vraiment appréhender ce que c'est. Le site Maladies Rares, un cap pour chacun, pour tout ce qui est des démarches et des dispositifs en place pour aider les patients et leurs familles dans tous les aspects de leur vie. Et aussi les livrets Parlons-en, qui parlent des différents aspects de la vie à partir de témoignages de patients et de commentaires de psychologues et qui peuvent aider aussi jeunes et moins jeunes dans les différentes étapes de transition. Voilà l'exemple du site Un cap pour chacun,
je vous laisserai y aller tranquillement. Une petite mention sur actuellement, peut-être une lacune encore, et un progrès à faire, c'est que sur le site Marvu, officiellement, les seules informations disponibles sur les maladies à proprement parler, sur l'anatomie, sur les prises en charge initiales et voilà, le suivi au long cours, sont très succinctes. Et donc, peut-être, voilà, encore concentrer notre attention sur une information fiable, issue de centres de référence, et de le rendre accessible au plus grand nombre pour aussi aider chacun à avoir une idée de sa ligne de conduite, que ce soit pour les parents au début de leur vie, avec un enfant dans cette situation, mais aussi après les jeunes et les moins jeunes. On va faire un point éducation thérapeutique aussi par rapport à l'état des lieux. Il y a pas mal on l'a vu aussi dans tout ce qui était finance de la DGOS et toute l'équipe Neurosphinx, de projets d'ETP. Et la plupart dans cette filière concernent des soins médicaux et des enjeux fonctionnels, où nécessairement on va parler de la question de l'autonomie et où nécessairement il va y avoir la philosophie d'entretien motivationnel et d'empowerment. Mais c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de mention du mot adolescent, il n'y en a pas beaucoup du côté adulte, et quand on est jeune adulte, qu'on a fait son transfert, on peut encore avoir besoin d'être accompagné vers la vie adulte. On n'est peut-être pas encore tout à fait en mesure de prendre tout en considération. Et donc, voilà, cet encouragement encore dans les démarches ETP à vraiment insister sur ces 5 dimensions de la transition. Alors, je ne savais pas trop comment placer cette diapositive. Pour parler justement des problématiques qui concernent les adolescents et les jeunes adultes, il y a les problématiques communes à tous les adolescents et jeunes adultes, et puis il y a les problématiques spécifiques à la pathologie. Et il y a un petit problème de mise en page, mais dans le questionnaire patient et soignant, on va un petit peu évaluer comment sont traitées ces questions, ou du moins si elles sont traitées, et si, en tant que professionnel, en tant que soignant, vous êtes à l'aise avec ces questions, et pour les patients, est-ce que vous avez été ou est-ce que vous êtes satisfait dans l'information reçue. Et on va voir peut-être encore pouvoir réfléchir à se former pour être plus à l'aise et pour oser davantage traiter ces questions. Le deuxième objectif est donc de constituer une cohorte nationale. En fait, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment ce défi de pouvoir définir quelle prise en charge est la meilleure au long cours, et aussi de limiter, de lisser les disparités territoriales en ayant à la longue un protocole de soins qui soit fiable et qui ne soit pas juste des décisions à court terme en fonction de quelques cas de patients peu nombreux. À savoir que le taux d'incidence est connu en Île-de-France grâce à la PHP, mais que par ailleurs, il n'y a pas de prévalence, donc on ne sait pas le nombre total de patients porteurs d'une extrophie en France. Et malheureusement, il y a probablement des perdus de vue du système de soins, en tout cas d'un suivi spécialisé côté adulte. C'est ce que disait le professeur El Ghaneimi, et c'est une vraie perte de chance pour eux. Brièvement, quelques notions des objectifs sous-jacents de cette thèse. Il y a vraiment un objectif pédagogique de prise de conscience pour susciter de l'intérêt et aussi d'évocation, et entre autres peut-être du côté chirurgien adulte, même parmi les plus jeunes. Et puis un vrai aussi objectif médico-psychosocial, que ce soit l'harmonisation des pratiques, mais aussi de permettre une meilleure santé globale de ces patients en leur donnant des clés et peut-être en leur donnant la parole et en posant certaines questions, de les amener à chercher plus d'informations, renouer le contact avec les systèmes de soins. Et puis à l'avenir, limiter autant que possible les pertes de vue en améliorant nos pratiques de transition. Et enfin, un gros objectif organisationnel et institutionnel afin de repenser le modèle de soins en décloisonnant les services pédiatriques et adultes,
en permettant des collaborations plus étroites, entre autres grâce à toute la technologie actuelle et les partages de données qui sont tout de même un vrai défi. Peut-être constituer des annuaires pluriprofessionnels et qui permettraient aussi, grâce au développement de la téléconsultation, d'avoir des spécialistes à l'échelle de toute la France disponibles. Même si, voilà, comme dit, les kinés, les ostéos, ils ont besoin de voir le patient, de toucher le patient pour les soigner. Mais par exemple, pour les psychologues, c'est pas forcément nécessaire. Et puis, continuer de légitimer tous les fonds qui sont débloqués auprès des centres de référence et peut-être plus pour permettre une bonne coordination et une meilleure santé globale de ces patients. En résumé, si ce n'est pas encore fait, l'encouragement est de mettre en place un programme de transition avec une coordination rémunérée et une collaboration entre monde pédiatrique et adulte. C'est vraiment la clé de voûte, cette collaboration. Et s'il n'y a pas de programme de transition, on peut toujours parler transition, de ce mouvement, de ce processus, avec des temps seuls avec le patient, dans cette philosophie d'empowerment, et continuer de former les soignants et les patients, que ce soit pour le patient les informations nécessaires à la bonne prise en charge autonome de sa santé, et pour les soignants les particularités de l'ambivalence et de cette philosophie d'empowerment. Évidemment, notre grande question, c'est s'il n'existe pas de spécialistes adultes ou s'ils ne sont pas formés aux enjeux des marvus dans la transition, que faire? Alors, il n'y a pas de réponse, mais par contre, un article dans la littérature qui est de portée internationale dit qu'un neurologue adulte formé aux enjeux de transition et aux problématiques des adolescents, aussi d'un point de vue chirurgical, suffirait pour 10 à 20 millions d'habitants, donc en France, 4 à 8 suffirait à l'échelle de la France. Et donc se pose vraiment la question aussi d'aller les chercher, d'être chasseur de tête pour trouver des urologues adultes, des équipes adultes, et de réfléchir à la répartition aussi au niveau national. Je vous remercie de votre attention. Excellente présentation, Priscilla. Merci beaucoup. Je pense qu'on a bien fait pour accepter de collaborer ensemble. Vous avez mis à plat les problématiques de la transition carrément de toutes les maladies rares en neurologie pédiatrique. Et je trouve que c'est le plus difficile mission pour le centre de référence. Et pourtant, c'est l'objectif principal de ne pas perdre de vue des enfants avec des maladies rares vers l'âge adulte. Et j'espère vraiment que votre thèse ne soit pas la fin de notre collaboration, mais c'est juste le début de notre collaboration avec vous dans le centre Marvie. Et certainement, il y aura des questions à la fin concernant cette présentation. Tout le monde est très détaillé et met en clair toutes les difficultés en neurologie pédiatrique, en neurologie de l'adolescent et de l'adulte. Donc, restez avec nous pour la fin. D'accord? Merci. Et là, on va encore continuer la problématique de la transition et le suivi à long terme. Donc, on va demander à Delphine Demed, qui est neurologue pédiatre centre hospitalier de Bron à Lyon. C'est le centre constitutif de Marvue qu'il va nous présenter l'étude et revue à long terme de la cohorte léonaise des patients porteurs d'extrophie vésicale épiscopale.